Bonjour mesdames, messieurs, nous allons donc aborder aujourd'hui la deuxième partie du séminaire de procédure pénale internationale. Cette deuxième partie s'articule sur deux chapitres. Le premier chapitre présentera les difficultés de la procédure pénale, puis le deuxième chapitre, nous exposerons la volonté politique nécessaire à la conduite du procès pénal international. Déjà, il faut rappeler que la procédure pénale, comme je l'ai évoqué dans la première partie, est une tâche particulièrement complexe et titanesque qui fait qu'il est nécessaire de pouvoir la maîtriser pour être sûr de réaliser un procès pénal international équitable. Et pour cela, il est important de comprendre comment on met en musique tous les éléments divers et variés qui structurent le déroulement de la procédure pénale internationale. C'est une procédure particulièrement difficile, parce que le contentieux pénal international est complexe par les difficultés inhérentes aux enquêtes à conduire sur le terrain, des enquêtes qui sont très difficiles, sur des actes atroces, des crimes graves. La difficulté est également liée à la nature des preuves à rapporter devant le juge, tout aussi par la longueur de la procédure et des résultats incertains qui souvent les causent. D'abord, commençons par regarder le particularisme de la saisie de la CPI. C'est une question que nous avons déjà abordée dans le séminaire sur l'organisation de la justice pénale internationale. La Cour pénale internationale est donc une juridiction dont les mots de saisine sont particuliers. L'article 13 du statut prévoit les circonstances permettant à la CPI d'exercer sa compétence. Je ne vais pas revenir là-dessus, ce sont des questions qui ont été vues. Il y a 3 modalités de saisine. Donc un État partie peut référer au procureur une situation dans laquelle un ou des crimes commis, crimes internationaux prévus à l'article 51 commis, ça va être le procureur qui, de sa propre initiative, peut décider d'ouvrir une enquête moyennant une autorisation de la chambre préliminaire. Ça peut être le Conseil de sécurité qui, agissant dans le cas du chapitre 7, qui peut décider de déférer au procureur une situation dans laquelle il semble avoir eu des crimes prévus à l'article 5 du statut de la CPI. Donc, les mots de saisine sont 3. Nous les avons vus. La saisine par le Conseil de sécurité, la saisine par l'État partie et la saisine de sa propre initiative par le procureur. Dans le cas de la saisine par le Conseil de sécurité, nous avons 2 cas. Il y a l'affaire de Sounon, où le Conseil de sécurité a saisi, sur la base du chapitre 7, la Cour pénale internationale. Puis, il y a l'affaire de la Libye également, où le Conseil de sécurité a saisi, sur la base du chapitre 7, la Cour pénale internationale. La saisine par l'État parti, c'est, je dirais, la saisine en principe régulière, comme on pourrait le dire. Car il s'agit d'un État qui a ratifié le statut de Rome et qui décide donc de déférer une situation au Conseil de sécurité. J'ai précédemment évoqué le cas du Gabon pour expliquer que ce n'est pas parce qu'un gouvernement décide de renvoyer une affaire devant la Cour pénale internationale que pour autant celle-ci devra de façon moutonnière s'engager dans une procédure. L'État peut décider de soumettre une requête. Il doit, dans cette requête, indiquer les circonstances pertinentes de l'affaire. Et il doit produire des pièces à l'appui de sa requête, des pièces dont il dispose. Évidemment, il ne s'agit pas d'une enquête complète. Voilà. Mais, à partir de cet instant, on doit éviter les requêtes alibi. Puisque l'État saisit la Cour, le bureau du procureur. Mais il appartient au procureur
procureur, une fois saisi, d'ouvrir un examen préliminaire pour vérifier le sérieux des informations et des renseignements que lui a fournis le gouvernement. Il va donc vérifier, selon l'article 15, paragraphe 2, le sérieux des renseignements reçus. Et, comme on l'a vu dans le cas de Gabon, si cela n'est pas sérieux, il ne pourra pas demander à la chambre préliminaire de l'autoriser de faire une enquête. Donc, l'État partie saisit, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que l'État saisit qu'on doit forcément traduire les personnes indiquées en justice. Troisième cas, c'est l'autosaisie du procureur. C'est l'article 15, paragraphe 1er, qui dit que le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant les crimes relevant de la compétence de l'État. Mais il doit auparavant procéder à la vérification du sérieux de ces renseignements avant de demander à la chambre préliminaire l'autorisation d'ouvrir une enquête. Le procureur peut commencer donc une enquête si une situation qui lui est différée présente des éléments permettant de croire que les crimes ont été interprétés ou sont en train de l'être, conformément à la règle 48 et à l'article 53.1 du statut. Donc, à cette fin, le procureur va examiner s'il existe une base raisonnable pour croire qu'un crime a été commis, si l'affaire est recevable au regard de l'article 7, et si cette affaire peut servir les intérêts de la justice. Donc, ce sont des éléments que j'ai déjà eu à développer et à évoquer. Et il est clair que, en fonction du sérieux des informations, la chambre préliminaire va être invitée à se prononcer sur la demande du procureur d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une enquête. Parce que chaque fois qu'il estimera nécessaire, le procureur peut demander l'ouverture d'une enquête à la chambre préliminaire. Article 15, paragraphe 3. La chambre préliminaire va examiner donc cette demande sous l'angle du droit et des faits et donner son autorisation à l'ouverture officielle d'une enquête. Cette décision doit être motivée. La Chambre peut également, selon le paragraphe 5 de l'article 15, demander davantage de renseignements avant de se prononcer ou de rejeter la demande. La Chambre peut librement également se prononcer sur la décision du procureur de ne pas poursuivre en lui demandant de reconsidérer sa décision à la demande, par exemple, de l'État qui a déféré la situation. Article 53, paragraphe 3C. La Chambre préliminaire peut tout aussi décider de remettre en question la décision du procureur de ne pas poursuivre si celle-ci ne se fonde sur le motif qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Parce qu'il peut exister, selon l'article 53, paragraphe 4, une possibilité pour le procureur de reconsidérer quand il le désire une décision de réclassement légal. Donc, comme on le voit bien, le procureur a un pouvoir discrétionnaire, mais comme je l'ai déjà dit, ce pouvoir discrétionnaire ni arbitraire ni autoritaire. Il est encadré et contrôlé par la chambre préliminaire. Deuxièmement, outre ces modes de saisie, il n'y a pas de procédure pénale sans la coopération des États. La Cour est déjà une juridiction complémentaire, c'est-à-dire qu'elle n'agit que lorsque l'État ne veut pas ou ne peut pas juger. En outre, il lui faut nécessairement la coopération des États. Cette coopération est basée sur des règles assez claires. L'obligation générale de coopération est définie à l'article 86 du statut, qui requiert des États de s'assurer qu'il existe des procédures ouvertes dans le droit national concernant toutes les formes de coopération. Donc, la coopération se fait sur la base du droit national. Puisque la procédure par laquelle l'État devra offrir sa coopération à la Cour est fondée sur le droit, il appartient donc à cet État d'améliorer son droit interne pour qu'il soit à la hauteur des attentes de la Cour pénale internationale.
L'article 93 prévoit une liste non exhaustive des autres formes de coopération, comme l'identification des personnes, la localisation des biens, le recueil des preuves, la production des preuves, l'examen des encours des sites, y compris l'exhumation ou l'examen des fosses communes. Donc cet article 93 est considéré comme une disposition fourre-tout. Maintenant, il faut être sûr que l'État peut répondre à ça. L'article 96 du statut de la CPI dispose que si l'État à qui est fait la demande tombe sous le coup d'une obligation internationale existante d'extrader la personne vers un État demandeur non parti, l'État à qui est fait la demande détermine s'il doit remettre la personne à la cour ou extrader la personne vers l'État demandeur. Mais lorsque cet État va prendre sa décision, bah, il faut qu'il considère tous les facteurs propres à l'espèce. Le statut de la CPI permet à un État de soulever une exception de sécurité nationale en réponse à une demande d'aide. C'est l'article 72 qui permet à un État parti de dire que je ne saurais vous donner ces éléments parce que vous communiquez ces éléments parce que ces éléments touchent à la sécurité nationale. Mais la procédure qui est envisagée à l'article 72 du statut de la CPI vise surtout à persuader l'État qui souhaite conserver les informations au motif de la sécurité nationale à révéler autant d'informations que possible. Donc ce n'est pas un secret absolu. Et l'article 87.7 du statut détermine ce qui peut arriver dans le cas du refus par un État parti de coopérer avec la CPI. En particulier, si l'État parti ne se conforme pas à une demande de coopération de la Cour, contrairement à ses engagements au titre du statut. C'est pourquoi l'article 87, alinéa 5, prévoit que la Cour peut inviter tout État non parti, également au statut, à fournir de l'aide sur la base d'un accord conclu d'une convention ou de tout autre moyen accompli. Donc, l'action de la coopération est large, permet donc à la Cour de s'appuyer sur tous ces éléments pour développer une coopération fructueuse avec les États. Qu'en est-il du défaut de coopération? Nous avons vu qu'il existe déjà à l'article 112 la possibilité de ne pas donner certains éléments au motif que ces éléments touchent à la sécurité nationale. Il y a une procédure qui est prévue à l'article 72. Donc, c'est déjà, ça peut être un défaut de coopération fondé sur des motifs légitimes, c'est-à-dire l'article 72. En effet, on pourrait également rappeler à cet égard le paragraphe liminaire de l'article 97, à savoir le fait que l'apparition de difficultés qui gêne ou empêche l'exécution d'une demande doit déclencher rapidement des consultations avec la Cour en vue de régler la question. Donc, le refus opposé ou le défaut de coopération doit être réglé dans une consultation, une concertation avec la Cour. Il ne s'agit pas d'un refus net, sans raison. Même lorsque vous évoquez l'article 72, vous devez dialoguer avec la Cour pour voir jusqu'où vous pouvez aller dans la demande que vous avez faite et qu'est-ce que vous estimez relever strictement du secret de votre défense nationale, de votre sécurité nationale, que vous n'entendez pas livrer à la Cour. Donc, à cet égard, dans la mesure où l'ordonnance d'action préliminaire peut préciser la procédure à suivre pour procéder au rassemblement des éléments de preuve, il semble important que la demande adressée à la Chambre soit rédigée en pensant cette procédure. On doit donc, au regard de ce que la Cour a demandé, répondre en disant ça, on peut, ça, on ne peut pas. Donc, ce sont des réponses juridiques qu'il faudra fournir. Il ne s'agit pas de faire une simple spéculation. Comme on le voit bien, sur ce premier point, on peut estimer qu'il y a un encadrement juridique assez précis, qui mérite d'être approfondi. Je vous renvoie au séminaire sur l'organisation de la justice pénale. Et j'aborde donc le deuxième chapitre, à savoir la mise en œuvre de la procédure pénale internationale. Cette mise en œuvre de la procédure pénale internationale,
je crois avoir séquencé cela dans le précédent séminaire, commence donc par la phase préliminaire de la procédure pénale. Cette phase préliminaire, elle est très importante, elle est capitale, parce que de là dépendra la suite de l'affaire. D'abord, parlons de l'ouverture des enquêtes préliminaires. Je l'ai précédemment indiqué, conforme à l'article 1 du statut, avant de commencer une enquête, le procureur doit procéder à un examen préliminaire lorsqu'il s'agit de sa propre initiative. Donc, pour ce faire, je précise un examen préliminaire lorsqu'il s'agit de sa propre initiative. Ce n'est qu'après avoir demandé donc et obtenu l'autorisation de la chambre préliminaire que le procureur peut officiellement ouvrir une enquête. Dans le cadre de cet examen préliminaire, le procureur doit vérifier le sérieux des renseignements et il doit déterminer s'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête. C'est-à-dire qu'il doit, conformément à la règle 48 et à l'article 53.1, il va, premièrement, voir est-ce qu'il y a une base raisonnable pour croire qu'un crime a été commis ou est en voie d'être commis et que ce crime relève de la compétence de la Cour. 2. Est-ce que cette affaire est recevable au regard des conditions fixées par l'article 17? 3. Est-ce que les intérêts de la justice seront servis par l'enquête? Au vu de ces éléments, le procureur peut donc décider de demander, s'il y a lieu, l'autorisation à la chambre préliminaire pour mener l'enquête. Et toujours au niveau donc de cette enquête préliminaire, le procureur va essayer de rassembler un certain nombre d'éléments. Parfois en s'appuyant, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, sur les informations de la BBC, des rapports de Manuel Roach ou des informations provenant des victimes, etc. Dans le cas du Soudan, il s'est appuyé sur la commission présidée par Richard Golson sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, etc. Pour voir s'il y avait, par rapport au rapport de la commission internationale d'enquête mise sur pied, pour déterminer les violations graves du droit humanitaire au Darfour. Donc, le procureur, à ce stade, s'appuie sur des sources un peu disparates d'informations. Et il doit s'assurer de la valeur probante des éléments qu'il est en train de prendre. Est-ce que ceci pourrait être présenté devant un tribunal? Selon l'article 15.2, les outils dont dispose le procureur à ce stade sont notamment des renseignements reçus des organisations internationales, des ONG, les dépositions écrites ou verbales recueillies au siège de la Cour, des informations dignes de foi, etc. Ce qui va lui permettre, bien que la portée apparemment limitée, les sources énumérées vont nous permettre concrètement d'aller devant la chambre préliminaire pour dire « je veux que vous m'autorisez, sur la base de ces informations, à mener une enquête officielle. » Donc, ce point, je l'ai longuement évoqué dans le cadre du cours du séminaire sur l'organisation de la justice pénale internationale. Toujours au niveau des enquêtes préliminaires, le procureur peut décider de ne pas enquêter ou de ne pas poursuivre. La règle 105 et 106. Lorsque le procureur décide de ne pas ouvrir une enquête en vertu de l'article 53.1, il en informe par écrit et sans retard l'État ou les États concernés ou le Conseil de sécurité, lorsqu'il y a l'une de ces entités qui a saisi la Cour. Lorsque le procureur décide de ne pas présenter à la chambre préliminaire de demande d'autorisation d'ouvrir une enquête, dans le cadre d'une saisine proprio mundo, il doit faire connaître sans retard cette décision à ceux qui lui ont donné ces renseignements. Elle leur a expliqué les raisons qui motivent sa décision, d'une manière qui ne porte pas atteinte à leur sécurité, leur bien-être ou à la vie privée, à l'intégrité des enquêtes de procédure. Cette notification doit indiquer la possibilité
de soumettre de nouveaux renseignements sur la même situation à la lumière des faits ou d'éléments de preuve nouveaux. Article 15 et règle 49. Lorsque le procureur décide de ne pas poursuivre et qu'il se fonde sur les incompatibilités des enquêtes avec les intérêts de la justice, il en informe sans retard et par écrit la Chambre. Cette notification doit contenir la conclusion du procureur et indique les motifs sur lesquels elle repose. Comme je l'ai dit, la Chambre préliminaire peut tout à fait demander au procureur de reconsidérer ça. Lorsque le procureur décide de réexaminer la décision, règle essentielle, c'est-à-dire l'État ou les États ou le Conseil de sécurité qui ont saisi la Cour peuvent demander à la Chambre préliminaire qu'on n'est pas très d'accord avec la décision du procureur. Il faut réexaminer cette décision parce qu'il décide de ne pas enquêter ou de ne pas poursuivre. La Chambre préliminaire peut tout à fait réexaminer la décision du procureur. Les demandes de réexamen de la décision du procureur sont soumises par écrit dans les 90 jours suivant la notification donnée en vertu des règles 105 et 106. Elles doivent être motivées et la Chambre préliminaire se réserve le droit de demander des explications complémentaires à celui qui en fait la demande, l'État ou le Conseil de sécurité. La Chambre préliminaire peut demander au procureur de lui communiquer les informations ou les documents qu'il détient et qu'elle estime nécessaires pour réexamen demandé. Donc, à l'occasion de ce réexamen, la Chambre préliminaire prend toutes les mesures nécessaires à la protection des témoins, des victimes et des membres de leur famille, ou à la protection de la sécurité nationale d'un État conformément à l'article 72. Si la demande de réexamen soulève une question liée à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de l'affaire, le greffier en informe toutes les parties, y compris les victimes qui ont déjà communiqué avec la Cour à l'occasion de l'affaire ou leur représentant. Il produit un résumé des motifs pour lesquels la compétence de la Cour ou la recevabilité de l'affaire est contestée. Ce faisant, il doit respecter l'obligation qu'a la Cour de tenir des informations confidentielles, de protéger les personnes et de préserver les preuves. Règle 59. Selon donc la règle 108, la décision de la Chambre préliminaire portant sur le réexamen de la décision du procureur est prise à la majorité des juges qui composent la Chambre. Cette décision doit être motivée. Elle est communiquée à tous ceux qui l'ont sollicité et à tous ceux qui ont participé à la procédure de réexamen. Si la Chambre préliminaire demande au procureur de reconsidérer en tout ou partie sa décision de ne pas ouvrir l'enquête ou de ne pas engager de poursuite, le procureur devra le faire dans les meilleurs délais. Lorsqu'il aura pris sa décision définitive, le procureur devra informer la Chambre préliminaire par écrit. Cette notification du procureur devra donc contenir la conclusion et indiquer les motifs sur lesquels repose cette conclusion. Il n'est pas dit que parce que la Chambre préliminaire a demandé au procureur de poursuivre, que de façon moutonnière, le procureur peut toujours, après examen, considérer qu'il ne peut pas toujours poursuivre parce qu'il n'est pas convaincu. Et il devra expliquer sa conclusion avec les éléments qui soutiennent cette conclusion. Il est possible qu'il y ait un réexamen d'office de la décision du procureur par la Chambre. La règle 109 et 110. Le réexamen d'office d'une décision du procureur de ne pas enquêter ou de ne pas poursuivre n'est possible que lorsque cette décision est fondée sur les intérêts de la justice. Ce réexamen doit intervenir dans les 180 jours, suivant la notification prévue aux règles 105 et 106. La Chambre préliminaire informe le procureur de son intention de réexaminer sa décision et lui fixe un délai pour la présentation éventuelle d'observations et d'autres éléments d'information. Lorsque la Chambre préliminaire a été saisie par un État ou le Conseil de sécurité, ceux-ci sont également informés, peuvent présenter des observations.
Donc la décision de la chambre préliminaire de confirmer ou non une décision prise par le procureur sur le seul fondement des intérêts de la justice est prise à la majorité des juges qui la composent. Elle doit être motivée et notifiée à tous ceux qui ont participé à la procédure de réexamen. Lorsque la chambre préliminaire ne confirme pas la décision du procureur de ne pas enquêter ou de poursuivre, sur le fondement des intérêts de la justice, celui-ci est tenu de procéder à l'enquête et aux poursuites. Après l'examen préliminaire, donc les enquêtes sont menées. Je ne reviendrai plus sur les éléments des enquêtes, puisqu'on a bien vu ça avec la politique pénale internationale. Une fois que le dossier est bétonné, comme on dit, mandat d'arrêt lancé, ou citation à comparaître délivrée, l'accusé soit a été arrêté et remis à la cour, ou bien a reçu sa citation à comparaître et se présentera librement devant la cour. On va donc engager une deuxième phase, à savoir la confirmation des charges. La phase des enquêtes et des poursuites débouche immanquablement donc sur l'audience de confirmation des charges. Comme je l'ai déjà dit, le procureur, avant d'ouvrir les enquêtes, recherchait une base raisonnable de croire que maintenant, pour confirmer les charges, il faut qu'il y ait des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont reprochés. Article 61. Il y a des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont reprochés. On n'est pas encore au niveau du jugement. Et c'est ça la délicatesse de cette procédure. Il s'agit donc, au vu du dossier pénal présenté par le procureur, que les juges de la chambre préliminaire se prononcent sur ce dossier, en estimant que, au vu de ce que nous avons dans le dossier, il y a des motifs substantiels de croire que monsieur ou madame, vous avez commis les crimes qui vous sont reprochés. Mais nous ne vous déclarons pas coupable, parce que ce n'est pas nous qui vous jugeons. Nous allons vous renvoyer devant les juges de la chambre de première instance qui devront vous juger. Et ce n'est que devant ces juges que votre culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable, pourrait être établie. Et c'est là le critère décisif de la condamnation. Il n'y a aucune condamnation si la culpabilité n'est pas établie au-delà de tout doute raisonnable. Donc, l'audience de confirmation des charges, comme je l'ai indiqué, est une situation assez paradoxale. Parce que la défense craint déjà que son client ne soit déjà jugé, jeté à la vindicte médiatique, par le seul fait de la confirmation des charges, alors que ce dernier conserve pleinement sa présomption d'innocence. Et que, pour l'instant, rien n'a été valablement débattu sur les preuves que le procureur serait obligé à présenter devant les juges. Et pourtant, à ce stade, on voit déjà poindre l'ombre de la culpabilité, puisqu'il est dit que les juges de la chambre préliminaire ne pourraient vous renvoyer devant les juges de la chambre de première instance que s'il y a des motifs substantiels de croire que c'est vous qui avez commis ces crimes. Donc, en la matière, une extrême munitie des charges soumises à la comportant si nécessaire le rejet des charges suffisamment étayées pourrait contribuer considérablement à des procédures simplifiées et coûtant en conséquence beaucoup moins de temps. Ben, le risque dans cet exercice, comme je dis, c'est de voir l'audience de confirmation de charge devenir un classique procès. Du côté de l'accusation, c'est le moment capital de placer autant de charges que possible, quitte à ce que par la suite, l'on puisse modifier, corriger le tir. Mais du côté de la défense, c'est le moment de batailler fort
pour réduire le champ de l'accusation. Autant que possible, ne pas traîner son client avec un poids lourd de charge devant la chambre de première instance. Donc, cette phase-là peut devenir un quasi-procès. D'où la nécessité de la coordination de cette audience de confirmation de charge. La coordination des parties peut être assurée par un seul juge, désigné par la Chambre en vertu de l'article 57.2b. En vertu de l'article 64.5 et de la règle 136, les juges peuvent ordonner la jonction ou la disjonction des charges pesant contre plus d'un accusé. La règle 121 organise la procédure applicable avant l'audience de confirmation. Il y a donc tout ce qui est fait au niveau, par exemple, lors de la première comparution, la Chambre préliminaire fixe la date à laquelle elle entend tenir l'audience de confirmation des charges et veille à ce que cette date soit rendue publique. Les droits dont bénéficie l'accusé devant la Cour sont essentiels. Il doit être informé dans le délai le plus court et de façon détaillée de la nature et de la cause des charges, la teneur des charges, dans une langue qu'il comprend, qu'il parle parfaitement. Deux, il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec les conseils de son choix. Il doit être jugé sans retard excessif. Il peut se défendre lui-même ou se faire assister par un défenseur de son choix. Donc, l'on voit très bien que même à l'audience de confirmation de charge, on est quasiment dans des droits qui sont reconnus à l'accusé lors du vrai procès. Il en est de même des règles, la règle 121 sur la divulgation des éléments de preuve. Parce que déjà à ce stade, le procureur remet à la chambre préliminaire et à l'accusé, 30 jours au plus tard avant la date de l'audience, un état détaillé des charges et l'inventaire des preuves qu'il entend produire à l'audience. 30 jours au plus tard. Donc, le procureur doit livrer ses munitions à la défense au plus tard 30 jours avant. Mais dans tout cela, tout sera en fonction de la quantité et de la qualité des munitions. Parce qu'entre-temps, le procureur peut avoir la malice de vouloir modifier les charges. Mais il doit en informer la chambre préliminaire et l'accusé, s'il veut modifier. Et il doit le faire 15 jours au plus tard, avant la date de l'audience. Il en est de même lorsqu'il entend présenter de nouveaux éléments de preuve à l'audience. Cette procédure s'applique aux éléments de preuve à la possession de l'accusé. C'est-à-dire qu'à part les éléments qu'il a déjà donnés à l'accusé, s'il estime qu'il a encore d'autres éléments qu'il veut rajouter, ben, il faut que l'accusé ait ces éléments au moins 15 jours avant. En outre, les règles 76 à 79 précisent que le procureur doit communiquer à la défense le nom des témoins qu'il entend appeler à déposer et une copie de leur déclaration. Il le fait suffisamment tôt pour que la défense ait le temps de se préparer convenablement. Il procède de la même manière par la suite pour tous les témoins à charge supplémentaires qu'il entend citer. Les déclarations des témoins à charge sont communiquées à l'accusé dans le texte original et dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement. Les documents soumis à la divulgation sont les livres, les documents, les photographies ou objets se trouvant en possession du procureur. Il doit les communiquer. La défense doit également informer le procureur suffisamment à l'avance de son intention d'évoquer un alibi ou des motifs d'exonération de la responsabilité prévus à l'article 31.1. Maladie, défiance mentale, intoxication, nous avons déjà vu ça, contrainte, légitime défense, etc. Pour que le procureur, ayant été informé de cet alibi, puisse lui aussi se préparer afin d'y répondre convenablement. Et de ce fait, la chambre préliminaire peut autoriser un ajournement de l'audience dans ce sens.
confère règle 70. Il y a quelques exceptions à la divulgation des éléments de preuve. La règle 81 à 82. Les rapports mémoriaux ou documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou la mise en état de l'affaire ne sont pas soumis à l'obligation de divulgation. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, dans la procédure de sélection et de hiérarchisation de l'affaire, il y a des tas de documents qui sont établis à l'intérieur du bureau du procureur. Ça sont des documents internes au procureur, ce ne sont pas des preuves. Parce que le procureur ne va pas révéler à la défense sa stratégie interne qui n'a rien à voir avec des éléments de preuve qu'il aurait collectés à l'extérieur. Lorsque le procureur est en possession ou a sous son contrôle des pièces ou des renseignements qui doivent être divulgués, mais dont la communication peut être préjudiciable à les enquêtes en cours à venir, il peut demander à la chambre préliminaire saisie de déterminer si ces éléments doivent être communiqués à la défense. La chambre entend le procureur ex parte. Néanmoins, le procureur ne peut par la suite produire ces pièces de renseignement comme élément de preuve à l'audience de confirmation du charge ou au procès sans que l'accusé en ait eu préalablement connaissance. Lorsque des mesures ont été prises pour préserver des renseignements confidentiels, assurer la sécurité des témoins, des victimes, il ne faut pas que ces mesures empêchent la manifestation de la vérité et amenuisent les droits de la défense. La Chambre saisie peut prendre en ce sens des mesures autorisant la non-divulgation, c'est-à-dire contrôle. Pourquoi on ne peut pas divulguer? L'audience de confirmation de charge, règle 122, est une audience, je dirais, banale, comme toutes les audiences. Le président demande au greffier d'audience de donner lecture des charges telles qu'elles ont été présentées par le procureur, puis il détermine les modalités de déroulement de l'audience et peut notamment fixer les conditions et l'ordre dans lesquelles il entend que les preuves versées au dossier de la procédure soient présentées. Donc, particulier quasiment pour toutes les audiences. Avant d'en venir au fond, le juge président demande au procureur à l'accusé s'il entend soulever des exceptions ou présenter d'observations au sujet de questions touchant la régularité de la procédure qui ont précédé l'audience. Est-ce que ce qui s'est fait avant est, à votre connaissance, à vos yeux, régulier? Avez-vous des exceptions sur un point quelconque? Puis, chacune des parties sera invitée à répondre aux exceptions soulevées aux observations présentées par l'autre. La chambre préliminaire décidera soit de joindre leur examen à celui des charges et des éléments de preuve, soit de disjoindre leur examen, auquel cas elles statuent à leur sujet après avoir donc ajourné l'audience de confirmation de charge. L'accusé doit être présent à l'audience de confirmation de charge. C'est la règle 123-126 qu'il pose. Il a le droit, lui, accusé, de renoncer à son droit d'être présent. Il peut en faire la demande par écrit à la chambre préliminaire, qui s'assure alors que l'accusé sait qu'il a le droit d'être présent à l'audience et connaît les conséquences de sa rénonciation à ce droit. Je parle de l'audience de confirmation du charge parce que l'accusé doit être présent au procès. La rénonciation au droit d'être présent à l'audience n'empêche pas que la chambre préliminaire puisse autoriser l'accusé à suivre l'audience de l'extérieur de la salle. Vidéo, par exemple. Et recevoir de lui des observations sur les questions dont elle est saisie. Lorsque la chambre préliminaire décide de tenir une audience de confirmation des charges en l'absence de l'accusé, après avoir consulté le procureur et le conseil de l'accusé, elle en fixe la date et rend publique et décide aussi sur la possibilité que l'accusé soit représenté à l'audience par son conseil. Elle notifie alors les différentes parties. Si la chambre préliminaire décide de ne pas tenir l'audience de confirmation des charges en l'absence de l'accusé, cette audience ne pourra avoir lieu tant que l'accusé ne sera pas à la disposition de la cour. Elle peut à tout moment de sa propre initiative ou à la demande du procureur réconsidérer cette décision. La clôture de cette phase préliminaire est prévue par les règles 127 à 130.
Dans l'hypothèse où la chambre préliminaire est prête à confirmer certaines charges, mais ajoute l'audience sur une autre charge pour demander au procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes sur une charge particulière, comme ça a été dans le cas de l'affaire Babo, article 61, alinéa 7C. Ou bien lorsque le procureur veut modifier une charge si les éléments de preuve produits sont établis qu'un crime différent relevant la compétence de la Cour a été commis. La Chambre fixe un délai au procureur pour que celui-ci fasse les activités nécessaires mentionnées. Elle peut alors décider que le renvoi de l'accusé devant la Chambre de première instance du chef des charges qu'elle est prête à confirmer sera différé dans l'attente de la poursuite de l'audience de confirmation des charges sur les autres charges. Dans ce cas, si le procureur entend modifier les charges déjà confirmées avant l'ouverture du procès, il en fait la demande par écrit à la Chambre préliminaire, qui en avise là-dessus. Si la Chambre préliminaire estime que les modifications proposées par le procureur peuvent être considérées comme des charges nouvelles ou comme des charges plus graves, elle procède à écouter les parties suivant les règles indiquées. La décision de confirmation de charge et de renvoi de l'accusé devant la Chambre de première instance vient donc clore la phase préliminaire. Cette décision est notifiée aux parties et transmise donc avec tout le dossier de la procédure devant la Chambre de première instance par le biais de la présidence de la Cour. La Chambre préliminaire peut également renvoyer l'affaire devant une Chambre de première instance déjà constituée. Le procès peut alors s'ouvrir. Ainsi, nous arrivons donc au vrai procès devant la Chambre de première instance. Le dossier donc a été transmis. La Chambre de première instance va tenir une conférence de mise en état pour fixer les dates du procès. C'est important, cette conférence de mise en état. Ça permet de mettre de l'ordre dans tout. La Chambre de première instance consulte les parties lors de ces conférences de mise en état, règle 132, paragraphe 2 de RPP, pour pouvoir arranger. C'est très important pour pouvoir arrêter les dates. Prévu par l'article 19 du statut et les règles 58 et 133 de RPP, les exceptions d'incompétence ou d'irrécevabilité soulevées à l'ouverture du procès ou par la suite avec l'autorisation de la Cour sont examinées par le juge président. Nous sommes à l'ouverture du procès. On peut donc soulever les exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité. Même si ces exceptions avaient été posées dès la phase préliminaire, il est possible qu'elles interviennent ultérieurement, notamment devant la Chambre de première instance. Donc, on va chercher à contester la Cour, on va dire à la Cour que la requête, le dossier du procureur est irrécevable. Je vous renvoie à l'article 17, paragraphes 2 et 3, qui précise qui peut contester la récevabilité d'une affaire devant la Cour. Et de toute façon, la Cour seule est juge de sa compétence. Donc c'est elle qui va statuer sur les exceptions des compétences et les irrécevabilités. Il faut rappeler que l'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans les circonstances exceptionnelles, la Cour peut permettre qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Mais, disons que les exceptions d'irrécevabilité ne peuvent être fondées sur l'article 17, paragraphe 1, alinéa 5. Donc, avant l'ouverture ou à l'ouverture, sauf situation exceptionnelle. Lorsque la Cour statue sur ces contestations et que décision est rendue en disant oui, la compétente,
exceptions d'irrecevabilité sont rejetées. La règle 134 du RPP dit que la Chambre de première instance, avant l'ouverture du procès, peut d'office ou à la demande du procureur de la défense statuer sur toute question concernant le déroulement de la procédure. À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance demande au procureur de la défense s'ils ont des exceptions à soulever ou des observations à présenter concernant le déroulement de la procédure postérieure à l'audience de confirmation de charge. Postérieure, c'est-à-dire entre le moment où la Chambre préliminaire avait confirmé les charges et le moment où le procès va commencer. Est-ce que sur cette partie du temps, vous avez quelque chose à dire, des choses à faire connaître à la Chambre? En outre, le lieu du procès, l'article 62 du statut et la règle 100 du RPP disent que sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour, donc à l'AI. D'ailleurs, c'est des raisons, des conditions matérielles, etc. C'est plus convenable. Mais il n'est pas exclu que le procès se tienne ailleurs, dans un autre État. Ceci doit être demandé par écrit à la présidence en indiquant les temps où la Cour pourrait siéger. La présidence va donc prendre l'avis de la Chambre, saisir l'affaire. La présidence va consulter l'État où la Cour a l'intention de siéger. Si celui-ci consent que la Cour vienne sur son territoire siéger, la décision de siéger dans un autre État autre que l'État autre sera prise par les juges en séance plénière, à la majorité des 2 tiers. C'est-à-dire qu'on aurait pu voir la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale siéger à Bangui pour se rapprocher du public concerné, des victimes. Toutes ces questions réglées, on en vient à la jonction et la disjonction d'instance. La jonction des charges. L'article 64, paragraphe 5 dispose que la Chambre de première instance peut, en le notifiant en partie, ordonner la jonction ou la disjonction selon le cas des charges portées contre plusieurs accusés. Ce procédé peut présenter l'intérêt d'augmenter l'efficacité de la Cour ou de permettre une cohérence des poursuites sur la base des charges communes ou des comportements similaires. La disjonction des charges, telle que précisée par la règle 136, peut permettre à la Chambre de première instance d'ordonner d'office ou à la demande du procureur ou de la défense des procès séparés pour éviter de causer un préjudice grave aux accusés dans l'intérêt de la justice ou parce qu'un accusé dont les charges avaient été jointes à l'autre a fait un aveu de culpabilité et peut être poursuivi conformément au paragraphe 2 de l'article 67. Donc on peut discuter. Pour le procès verbal des interrogatoires est dressé conformément à la règle 111 et tout doit être clair dans le collège de l'administration des preuves. L'article 155 du statut précise que l'on n'a pas le droit d'être contraint de témoigner contre soi-même, ni de s'avouer coupable, on n'a pas le droit d'être torturé, on n'a pas le droit de bénéficier. Bref, le droit international des droits de l'homme s'applique à la collecte et à l'administration des preuves. Il en est de même des enregistrements de certains interrogatoires pour éviter que la preuve disparaisse. Donc, on peut dire que la collecte et l'administration des preuves est régie par un certain nombre de règles strictes qui doivent respecter les droits. En outre, dans certains cas, il y a certains renseignements dont l'occasion de collecter ne se présentera pas, et là, c'est la règle 114 qui s'applique, qui fait que le procureur, lorsqu'il considère qu'une enquête offre l'occasion unique, qui ne peut plus se présenter par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d'examiner ou de recueillir ou vérifier les éléments de preuve au fin d'un procès, il avise la Chambre de tribunal. Celle-ci tient immédiatement des consultations avec le procureur et l'accusé ou son conseil afin de déterminer les mesures à prendre et les modalités de leur application.
Au cours de ces consultations, le procureur peut aviser la chambre préliminaire que les mesures qu'elle envisage risquent de nuire au bon déroulement de l'enquête. Donc, les règles qui vont suivre concernant la collecte des preuves sur le territoire, par exemple, de l'État parti ou pour la demande de la défense, sont précisées par les règles 115 et 116 du RPP. Le principe général en matière d'administration de la preuve est que les chambres n'appliquent que les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve. Dès lors, les règles d'administration de la preuve sont celles qui sont inscrites dans le RPP et à l'article 62. Ainsi, les chambres sont habilitées, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire en la matière, à évaluer librement tous les moyens de preuve présentés en vue de déterminer la pertinence ou l'admissibilité de chaque preuve. Les chambres statuent en matière d'admissibilité de la preuve. Et c'est une administration libre. Les règles générales en matière de preuve, c'est que chaque témoin prend l'engagement, selon elle, de dire la vérité. Le témoin peut également présenter une déposition par un enregistrement vidéo ou audio, présenter des documents, des transcriptions écrites, etc. Les parties qui peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, mais cela laisse le pouvoir à la Cour de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité. Il appartient à la Cour de se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve. C'est à la Cour d'en juger le caractère équitable ou non par rapport au procès et d'en faire une évaluation équitable de chaque déposition. La Cour doit cependant respecter les règles de confidentialité. Elle n'exige pas la preuve de faits notoires, mais en dresse le constat judiciaire. Le principe devant la CPI, c'est le principe de la preuve libre. C'est-à-dire la liberté de la preuve s'oppose au système de la preuve légale. Elle suppose que le procureur peut rechercher la preuve par tous les moyens, à la seule condition que ces moyens ne violent pas le statut ou les droits de l'homme internationalement reconnus. Donc, c'est le principe de la preuve libre qui prévaut devant la Cour pénale. Et dans un tel système, c'est au juge qu'il revient, en toute souveraineté, de se prononcer sur l'admissibilité, la pertinence ou la valeur probante des éléments de preuve présentés par chaque partie. C'est le juge, dès lors que la preuve ne viole pas le statut, ne viole pas les droits de l'homme, c'est le principe de la liberté. Mais les juges sont souverains pour se prononcer, d'abord pour décider est-ce que cette preuve est admissible, est-ce qu'elle est pertinente, quelle est sa valeur probante. Je rappelle que le doute doit profiter à l'accusé. Devant la Cour, il n'existe pas d'obligation juridique de corroborer la preuve. Cette obligation est davantage fragilisée dans le cas des crimes violents. La règle de la corroboration est globalement rejetée par la jurisprudence internationale. Parce que nous sommes dans le système d'évaluation, la libre évaluation de la preuve par les juges. Quant à la conduite du procès, notre troisième section. Alors, j'ai déjà dit la complexité de la procédure, donc on ne peut manquer de souligner la gestion complexe des preuves. Les juges doivent soumettre la présentation des éléments de preuve à un contrôle étroit afin d'éviter la redondance ou les répétitions. Vous savez, les preuves elles sont nombreuses, c'est beaucoup de documents, beaucoup de témoignages, etc. Dans ce contexte-là, la chambre ou un juge peut estimer qu'un nombre excessif de témoins seront convoqués pour déposer sur les mêmes faits. Alors,
il pourrait être demandé à la partie concernée de réduire la longueur estimée de l'audition des témoins particuliers ou de réduire le nombre de témoins si ces derniers viennent dire les mêmes choses. Il faut être sage. Quant à la gestion des preuves par le procureur, les articles 61.3 et 67.2, tout comme les règles 76, 77, 83 et 84, prévoient la divulgation des renseignements pour le procureur au stade préliminaire et au stade de la préparation du procès. Donc nous avons vu la question de la divulgation. La divulgation incombe également sur la défense, règles 78 à 80 et 121. J'ai dit dans le séminaire sur l'organisation de la justice pénale que c'était assez laborieux ce qui est demandé à la défense. Déjà que la défense a les moyens de moindre mesure que le procureur, en plus il doit encore divulguer le peu qu'il a pu obtenir. Ça peut être un fardeau, mais pour qu'il y ait égalité des armes, équité, il faut bien que les uns et les autres puissent avoir une idée de ce que les autres détiennent par devers eux. Devant la Cour, le principe c'est l'oralité des débats. Et donc, la prise de parole publique est la règle. Il faut donc parler devant les juges pour être écouté par les juges. La Cour peut autoriser un témoin à présenter une déposition orale par liaison audio-vidéo. Pour autant que la technique utilisée permet au procureur de la défense ainsi qu'à la chambre d'interroger le témoin pendant qu'il dépose. Donc il y a certains témoins qu'on peut protéger, on va shooter le visage, tout ça, etc. Peut-être aussi, ça peut être pour un témoin qui est trop stressé ou qui est dans son pays, de faire une visio pour pouvoir l'écouter. Mais le principe de l'oralité du débat doit prévaloir. Le procureur et la défense doivent avoir la possibilité d'interroger le témoin pendant l'enregistrement. Le témoignage préalablement enregistré tente à prouver un peu autre que les actes, le comportement. Donc c'est à la Chambre de prendre la décision. Si le témoignage en question porte sur des points ne faisant pas l'objet d'un litige, s'il se rapporte au contexte, etc., tout ça, c'est la Chambre qui le valide. Si le témoignage préalablement enregistré provient d'une personne décédée par la suite, ou que l'on doit présumer décédée, parce qu'on ne retrouve plus la personne, et que cette personne n'est pas disponible pour témoigner oralement, ou bien lorsque le témoignage préalablement enregistré provient d'une personne qui ne peut plus se présenter pour témoigner, parce que peut-être la personne fait l'objet de pression. Dans toutes ces situations, il appartiendra à la Chambre d'évaluer. Dans tous les cas, le témoignage préalablement enregistré doit présenter des indices suffisants de fiabilité. Si ce témoignage n'est pas fiable, même s'il a été préalablement enregistré, comme je l'ai dit, il appartient au juge d'évaluer sa force propre. Devant la Cour, lorsque les charges sont lues à l'ouverture du procès, la Chambre s'assure que l'accusé comprend ce qui lui est reproché. Mais il le sait puisqu'il est passé devant la Chambre, devant la procédure de confirmation des charges. En tout cas, on lui rappelle les charges. Puis, on lui demande s'il peut être coupable ou non coupable. À ce stade, la personne accusée a la faculté de plaider coupable des faits qui lui sont reprochés à la lecture des charges. Parce qu'il veut qu'on puisse raccourcir la procédure. Lui-même n'a aucun doute sur sa culpabilité. Tout ce qu'il pourrait espérer alors, ce serait peut-être la clémence de la Cour.
suite aux arrangements qu'il aurait préalablement eu avec l'accusation, avec le bureau du procureur. Mais l'article 64, paragraphe 2, demande quand même à la Chambre de première instance de veiller à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins. Donc, il appartient au président, je dirais, de conduire de manière équitable et impartiale le procès. Le procès est public. Il y a possibilité que les chambres entendent en huis clos le procureur, notamment lorsqu'il y a des questions qui se rapportent à la sécurité nationale, ou bien lorsqu'il y a des questions qui se rapportent aux violences sexuelles présumées. Le juge peut tenir également, tout le long du procès, certaines conférences de mise en état pour rendre les audiences. Il y a un plan de travail qui est fait, etc. Bref, il y a toute une organisation. Parce que ce sont des procès lourds, il faut qu'il y ait une vraie planification. Il faut qu'il y ait vraiment une sorte de caisse management pour pouvoir gérer la complexité d'un procès. La planification des dates, le passage des témoins, les témoins de l'accusation, les témoins de la défense, etc., etc. Mais le but, c'est que tout ceci doit conduire à un échange adéquat des pièces entre les parties, à permettre que les mesures de protection nécessaires soient ordonnées, à traiter les demandes des victimes visant à participer à la procédure, à traiter les conditions de détention des questions qui y sont listées. Les principes de conduite du procès, c'est l'objet donc de ce paragraphe. J'ai rappelé que le principe du procès, c'est un procès public, que le président conduit le déroulement du procès. Il garantit donc les échanges entre les parties. Il est capable, en tant que président, d'organiser les choses via tout ce fait depuis la conférence de mise en état. Et il peut également, par exemple, lorsqu'il estime que l'accusé n'est pas en état de passer en jugement, il peut ordonner l'allongement du procès. La Cour peut d'office à la demande du parti examiner le cas de l'accusé, et le fait que les 120 jours. Donc, tout ça, ça relève de la compétence de la Cour. Alors, une question que je voudrais, puisque ces points ont été examinés dans le séminaire sur l'organisation de la justice, je ne vais pas revenir longuement sur ça. J'évoquerai la question des atteintes à l'administration de la justice, un point que j'ai aussi évoqué, pour dire simplement que la Cour est compétente pour connaître des atteintes suivantes à son administration, à l'administration de la justice: faux témoignage, production d'éléments de preuve faux ou falsifiés, subornation de témoins, manœuvre contre témoins ou le rassemblement d'éléments de preuve, subornation de témoins. Jean-Pierre Mbemba a été condamné pour ça, ça va être privé de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Intimidation des membres du personnel de la Cour, entrave à leur action au trafic d'influence, représailles contre son personnel en raison des fonctions qu'il exerce, sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles. Ces atteintes doivent être commises intentionnellement. Lorsque l'accusé reconnaît avoir commis des crimes et il avoue, article 65, les règles sont en cause. Lorsque l'accusé donc va reconnaître sa culpabilité, la Chambre de première instance doit cependant déterminer si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité. Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement, après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé, si l'aveu de culpabilité est étayé par des faits de la cause tels qu'ils ressortent des charges présentées par le procureur et admises par l'accusé, de toutes les pièces présentées par les procureurs qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte, de tous les éléments de preuve tels que les témoignages présentés par le procureur ou l'accusé. Donc, avouer sa culpabilité n'est pas suffisant. Il faut encore qu'il y ait des éléments
qui conforte cet aveu de culpabilité. Donc, si la Chambre de première instance est convaincue que toutes les conditions sont réunies, elle considère l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte et elle peut reconnaître l'accusé coupable du crime. Elle peut reconnaître l'accusé coupable du crime. Donc, cet aveu de culpabilité ne lie pas la Cour. Si la Chambre de première n'est pas convaincue que ces conditions sont réunies, elle considère alors qu'il n'y a pas d'aveu de culpabilité. Auquel cas, elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance. Si la Chambre est convaincue qu'une présentation plus complète des faits de la Cour serait dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut également demander au procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris les dépositions des témoins, ou ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales. Auquel cas, elle considère qu'il n'y a pas d'aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance. Toute discussion entre le procureur et la défense relative à la modification des chefs d'accusation, à l'aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n'engage pas la Cour. Car toutes les tractations qu'il peut y avoir entre le bureau du procureur et les avocats de la défense, lorsqu'il y a des promesses qui sont faites sur tel ou tel nombre d'années de peine, ça n'engage pas du tout la Cour. La Cour peut tout à fait infliger une lourde peine à un accusé qui aurait avoué sa culpabilité et qui croyait que la promesse faite par le procureur, qui lui faisait comprendre qu'il bénéficierait d'une clémence de la Cour, cette promesse n'engage que le procureur. La Cour n'est pas totalement liée par cette promesse. La clémence n'est jamais un acquis. La Cour peut tout à fait prendre ses responsabilités et infliger une lourde peine à l'accusé. Donc, il est clair que la Chambre de première instance doit toujours vérifier que l'aveu de culpabilité est fondé sur des preuves solides présentées par le procureur, preuves et témoignages que l'accusé reconnaît, qu'il ne conteste pas, et qu'il a eu le temps suffisant de discuter avec ses avocats, qui l'ont conseillé, et qu'il comprend exactement les conséquences qui vont découler de cet aveu de culpabilité. Si ces conditions ne sont pas réunies, la Chambre de première instance ne va pas accepter l'aveu de culpabilité, va continuer la procédure, va renvoyer l'affaire devant une autre chambre de première instance pour que celle-ci statue, continue la procédure. Donc, il ne faut pas croire que avouer veut dire mettre fin au procès. Non, tout dépend de la décision souveraine des juges. Le délibéré et le prononcé de la décision. Après donc la phase orale, la Chambre se retire pour délibérer à huis clos. Le prononcé a lieu dans un délai raisonnable après que la Chambre s'est retirée pour délibérer. Lorsqu'il y a plusieurs charges, la Chambre se prononce séparément sur chacune d'elles. De même, lorsqu'il y a plusieurs accusés, elle se prononce séparément sur les charges pesant sur chacun d'eux. Lorsqu'une nouvelle audience sur les questions se rapportant à la peine, le cas échéant restauration est tenue, le juge président va en fixer la date. Les copies de toutes les décisions prises par la Chambre sont fournies le plus rapidement possible à tous ceux qui ont participé à la procédure, dans une langue du travail de la Cour, à l'accusé, dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement, pour satisfaire, si besoin, et aux exigences de l'équité. Les décisions rendues par la Chambre de première instance sont présentées par écrit. Ces décisions comprennent l'exposé complet et motivé des constatations sur les preuves et les conclusions. Les décisions considérées comme réglant les questions de fond sont en vertu de la règle 41 du règlement de procédure et preuve. Toutes les décisions de la sélection de l'appel, toutes les décisions de la Cour relatives à sa compétence ou à la recevabilité de l'affaire, toutes les décisions d'une chambre de première instance relatives à la culpabilité ou à l'innocence, à la peine ou à la réparation accordée au justice, et les décisions de la chambre préliminaire autorisant le procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un État parti, quand cet État est incapable de donner suite
à une demande de coopération du fait de l'indisponibilité de l'autorité ou composant de compétences dans l'appareil judiciaire. La présidence peut décider de publier dans toutes les langues officielles d'autres décisions touchant à de grandes questions d'interprétation, d'application du statut à des questions d'intérêt général. Après la procédure devant la chambre de première instance, il est donc possible d'aller en appel pour lui demander une révision. Les décisions de la chambre de première instance peuvent faire l'objet d'un appel par le procureur ou le condamné, article 81. Il peut être interjeté appel pour les motifs suivants. 1. Vice de procédure, erreur de fait, erreur de droit, tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou la décision. Article 81, alinéa 1. La peine prononcée peut également faire l'objet d'un appel. Donc, il est possible de faire appel. Il peut également être fait appel des décisions portant condamnation à acquittement des peines prononcées ou des ordonnances de réparation dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision portant condamnation à acquittement, la peine ou l'ordonnance de réparation a été portée à la connaissance de l'appellant. La chambre d'appel peut proroger ce délai de 30 jours pour un motif valable à la demande d'appel. L'acte d'appel est déposé au greffe. S'il n'est pas fait appel, la décision de la chambre préliminaire deviendra définitive. Mais dès qu'un appel a été formé, le greffier transmet à la chambre d'appel le dossier de la procédure et avise du dépôt de l'acte d'appel tous ceux qui ont participé à la procédure devant la chambre de première instance. L'appellant peut désister à tout moment, tant qu'un arrêt n'a pas été rendu. En pareil cas, il suffit qu'il dépose auprès du greffe un acte écrit de désistement. Et le greffier va en informer toutes les autres parties. La chambre d'appel rendra sa décision. Le procureur peut lui aussi interjeter appel pour les mêmes motifs, puisque c'est erreur de fait, erreur de droit ou tout autre motif tenant à l'équité ou à la régularité de la procédure. Donc, le procureur ou le condamné peuvent interjeter appel de la peine prononcée également ou de toutes les autres décisions. À moins que la chambre préliminaire en décide autrement, la peine, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la poursuite d'appel. Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté. Toutefois, si le procureur fait appel, la libération peut être subordonnée aux conditions. En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté sous réserve des conditions. Dans les circonstances exceptionnelles, en fonction notamment du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction ou des chances de voir l'appel aboutir, la chambre préliminaire peut, à la demande du procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la poursuite d'appel. La décision rendue par la chambre de première dans ce cas est susceptible également d'appel, c'est-à-dire le fait d'ordonner la mise en détention. Dans ce cas précis, le délai d'appel est de 5 jours à compter de la date de notification de cette décision à l'appellant, la règle 154. Donc, le délai d'appel, qui est de 5 jours, s'applique également après l'autorisation de la Cour pour des décisions soulevant une question de nature à effecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès. Donc, ces délais doivent être respectés. Avec l'autorisation de la chambre préliminaire, la décision de la chambre préliminaire d'autoriser le procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un État parti peut faire l'objet d'appel de la part de l'État concerné. Dans ce cas, l'appel est examiné de façon accélérée. Un délai de 2 jours est donné
à la partie pour faire appel. Mais l'appel n'a pas d'effet suspensif. Cela n'est possible que si la Chambre l'ordonne sur requête présentée par l'une des parties. Le représentant légal effectif, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance de réparation peut aussi relever appel de cette ordonnance. La Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant l'objet de l'appel est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, elle peut annuler ou modifier la décision ou la condamnation, ou ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. Donc, dans ce cas, la Chambre d'appel va renvoyer l'affaire devant une chambre de première instance différente. L'appel n'est pas substantif dans cette. Si dans le cas de l'appel d'une condamnation, la Chambre constate que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut elle-même, la Chambre d'appel, modifier la peine. L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience publique. Il est motivé. Lorsqu'il n'y a pas d'unanimité, il contient les vues de la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit. La Chambre d'appel peut prononcer son arrêt à l'absence de la personne acquittée ou condamnée. Donc, si la personne déclarée coupable ou si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses parents, toute personne vivant au moment de son décès, qu'elle a mandaté par écrit expressement à cette fin, ou le procureur peuvent saisir la Chambre d'appel d'une requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs suivants. Il a été découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès, sans que cette circonstance puisse être imputée en totalité ou en partie au récord. S'il avait été établi lors du procès, ce fait aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent. Deuxièmement, il a été découvert qu'un élément de preuve décisif retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie était faux, contrefait ou falsifié. Troisièmement, un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement à leur devoir d'une gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions. Ce sont les conditions de la révision. Donc la décision est déjà définitive. On cherche à la réviser parce qu'on a découvert un fait nouveau qui, autrement, s'il avait été découvert, n'aurait pas conduit à cette décision. On constate qu'une preuve sur laquelle était fondée la culpabilité était un faux, contrefait falsifié, ou bien l'un des juges était compromis, a manqué à ce devoir d'une gravité suffisante qui justifie qu'on puisse d'abord le relever de ses fonctions. Dans ce cas, la décision peut être révisée. La Chambre d'appel rejette la requête si elle est jugée infondée. Si elle estime que la requête est fondée sur les motifs, voilà, elle peut, selon qu'il convient, alors décider. Et nous sommes dans la procédure de révision. Réunir à nouveau la Chambre préliminaire de première instance qui a rendu le jugement initial. Ou bien constituer une nouvelle Chambre de première instance, ou rester elle-même saisie de l'affaire afin de déterminer, après avoir entendu les parties, si le jugement doit être révisé. Donc, trois hypothèses. 1. Renvoyer le dossier devant la chambre qui a rendu la décision initiale. 2. Constituer une nouvelle chambre de première instance, ou bien elle-même se saisir de l'affaire. Toute requête en révision est présentée par écrit, motivée, accompagnée dans la mesure aussi des pièces justificatives. La Chambre d'appel détermine la majorité des juges si la requête est fondée. Elle motive sa décision également par écrit. Cette décision est notifiée au requérant et à tous ceux qui ont participé à la procédure dans laquelle a été prise la décision initiale. Pour organiser l'audience de révision, la Chambre compétente communique sa décision suffisamment à l'avance pour permettre, le cas échéant, le transfèrement de la personne condamnée au siège de la Cour.
la décision de la Cour est communiquée sans délai à l'État chargé de l'exécution de la peine. Dans ce cas, dans la conduite des débats en matière de révision, la Chambre appelle à tous les pouvoirs de la Chambre de la première instance. Donc, une décision qui est devenue définitive, elle est définitive soit parce qu'il n'avait pas été fait appel lorsque la Chambre de première instance avait rendu la décision. Elle est définitive soit parce que l'appel avait confirmé la sanction, la décision étant définitive, mais on peut demander la révision de la décision, pour les conditions que j'ai évoquées. Donc, devant la CPI, il y a la chambre préliminaire, la chambre de première instance qui juge, la chambre d'appel qui examine les appels, puis la même chambre d'appel peut examiner aussi les demandes en révision d'un procès. Donc, à ce stade, nous avons épuisé la procédure. Mais il reste toujours un bout de la procédure à parcourir, à savoir, comme je l'avais déjà indiqué, une fois que vous êtes reconnu coupable, il faut maintenant passer à une deuxième partie du procès, à savoir la détermination et l'exécution, la détermination de la peine et des amendes, puis viendra le moment de l'exécution de la sanction. Les sanctions applicables. Les sanctions applicables par la Cour pénale internationale sont des peines d'emprisonnement avec une limite maximale de 30 ans. L'article 77, paragraphe 1, A du statut de la CPI. Dans le cas où le crime révèle une gravité extrême, et si la situation personnelle de l'auteur le permet, l'emprisonnement à perpétuité peut être prononcé. La Cour peut ajouter à la peine d'emprisonnement une amende et ou la confiscation des profits des biens et avoirs tirés du crime. Lors de la fixation de la peine, la Cour retient les considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné. L'utilisation du terme tel que signifie qu'il y a d'autres circonstances possibles que les juges de la Cour peuvent décider d'intégrer dans leur constitution. En déterminant la gravité du crime et la situation personnelle de l'accusé, la Cour doit s'assurer que la sanction est proportionnelle à la culpabilité de l'auteur, qu'elle a pris en compte tous les facteurs pertinents et que ceux-ci ont une incidence correcte sur la sanction. Elle tient compte à la fois de la situation de l'accusé et des circonstances du crime. Les deux vont le faire. Pour fixer le montant de l'amende, la Cour tient compte des moyens financiers du condamné, sous déduction d'une éventuelle confiscation déjà de ses biens ou réparation accordée au motif, ainsi que les considérations de la règle 145 du règlement de procédure et de preuve. La Cour considère les dommages et préjudices causés par le condamné, ainsi que le profit relatif qu'il en a tiré, la règle 146 du règlement. Le montant de l'amende à infliger au condamné doit être limité aux 3/4 de la somme des avoirs identifiables, liquides ou réalisables et des biens de l'auteur, sous déduction d'un montant destiné à ses besoins et aux personnes à sa charge. Donc, il ne s'agit pas de dépouiller le condamné, mais de le prendre 3/4 de ce qui est identifié, ce qui est liquide et réalisable, et de laisser la quantité nécessaire à sa famille pour les charges familiales. Il lui est fixé un délai de paiement raisonnable. Et s'il n'est pas, ce délai n'est pas respecté, la règle 207 à 220, les règles 207 à 222 prévoient que le président peut allonger la peine d'emprisonnement au maximum du quart de la peine de base, mais sans dépasser un allongement de 5 ans ou une peine totale de 30 ans. Il n'y a pas d'allongement, naturellement, en cas d'emprisonnement à perpétuité. Le président doit tenir compte de ce qu'il a déjà été payé. Plus précisément, le règlement prévoit un système de jours amende dont la durée minimale est de 30 jours et la durée maximale de 5 ans. Le montant total est déterminé selon la règle 146 du RPP et le montant journalier est fixé selon la situation personnelle du condamné
sans autre limite. Quant à l'exécution de la sanction pénale, c'est-à-dire la condamnation, on ne peut exécuter la peine que si celle-ci est définitive. Le président va demander à un État de prendre en charge l'exécution de la sanction sur la base d'une liste des États qui ont déclaré y être disposés conforme à l'article 103, paragraphe 1A du statut de la CPI. Si cet État refuse, la présidence peut désigner un autre, règle 205 de RPE. Et si aucun État n'accepte l'exécution, aura lieu dans l'État hôte, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Alors, si l'État accepte, il doit aviser la Cour de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions de la durée de la détention. Et si elle n'accepte pas ces circonstances, la Cour peut désigner un autre État dans lequel le condamné ira purger sa peine. Donc, même lorsque le prisonnier est transféré dans un État où il doit purger la peine, il reste quand même sous le contrôle de la Cour. Les dépenses organisées par le transfert du condamné à l'état d'accueil sont supportées par la Cour. Et les frais relatifs à l'exécution sont pris en charge par l'État, sauf s'il s'agit des Pays-Bas, désignés en raison du refus des autres États, auquel cas les frais sont à la charge de la Cour. La sanction s'impose à l'État chargé de son exécution. Celui-ci ne peut pas la modifier. C'est-à-dire qu'un État qui accueille un prisonnier ne peut pas décider de modifier la peine qui a été infligée à ce prisonnier. Car seule la Cour reste compétente pour réviser sa décision quant à la culpabilité de l'auteur ou la peine prononcée. Lorsque le détenu a purgé les 2/3 de sa peine, ou 25 ans d'emprisonnement, pour autant qu'il ait été condamné à l'emprisonnement perpétuité, la Cour peut examiner la réalisation de certains critères pour décider s'il y a lieu de réduire la peine. Règle 223. Si la décision est négative, la question sera réexaminée dans les intervalles de 3 ans au maximum. Règle 224. De plus, si l'exécution proprement dite se déroule selon les lois nationales de l'État qui en est chargé, le contrôle de cette exécution revient à la Cour. Article 106, paragraphe 1 du statut de la Cour. L'État doit réserver le même régime d'exécution au détenu condamné par la Cour que celui qu'il impose au détenu qu'il a lui-même condamné pour ces infractions similaires. Il n'y a pas de traitement de faveur au motif que vous serez un prisonnier de la Cour pénale internationale. Toutefois, cet État ne peut cependant faire bénéficier le détenu d'un programme d'exécution de peine permettant des activités en dehors des locaux de l'établissement pénitentiaire. Par exemple, le régime de semi-liberté, non. Pour bénéficier de cela, il faut alors demander l'accord de la Cour, selon la règle 211 RPE. Le président de la Cour peut prendre différentes décisions afin d'effectuer le contrôle de l'exécution, notamment demander à l'État concerné tout rapport ou expertise pertinente et déléguer un juge ou un membre du personnel de la Cour pour rencontrer le détenu, règle 211. En outre, lors de l'exécution de la peine, l'État qui en est chargé ne peut extrader ou remettre le détenu à un autre État sans l'approbation de la Cour. Le fait d'exécuter l'amende conforme à la législation interne, article 109, paragraphe 1, l'État doit exécuter conforme à sa législation les décisions, les ordonnances et les amendes. Mais il ne peut en modifier le montant. Enfin, la présidence de la Cour doit déterminer l'affectation de l'amende en donnant la priorité aux victimes, règle 221. En matière d'exécution, des sanctions pénales internationales, les décisions sont largement soumises au principe de la primauté internationale. C'est-à-dire que c'est la Cour qui contrôle l'exécution des peines et des amendes. Néanmoins, le système ne saurait fonctionner sans la volonté des États d'accueillir les condamnés, ni d'exécuter les amendes. Et alors, l'ultime étape du processus en droit pénal international est en réalité tributaire des engagements que les États ont pris dans ce sens. Tout le droit de l'exécution des peines en matière pénale internationale est fondé sur la volonté manifeste et sérieuse des États de coopérer avec la Cour pénale internationale.
On en arrive donc après le droit de l'exécution des sanctions pénales internationales à comprendre le procès lui-même, à l'évaluer. Et ce que j'appelais moi les procès longs et difficiles. Le procureur est dans l'obligation de respecter tous les droits des personnes prévus au terme du statut. L'article 54 alinéa 1C est clair. Tandis qu'il est demandé aux chambres de garantir, entre autres, le caractère équitable et diligent du procès, dans le respect intégral des droits de l'accusé, article 64.2, et les nécessités de la protection des témoins et des victimes. En conséquence, des procès rapides sont de la plus haute importance. Mais on voit que les droits procéduraux dans la procédure pénale internationale sont des questions complexes. Tout particulièrement, il est nécessaire d'interpréter dans tant de centaines d'états, tandis que des volumes considérables de documents constituant des éléments de preuve devront être traduits et évalués. Cette complexité se trouvera multipliée à chaque fois que plusieurs conflits ne seront pas traités de manière simultanée. Parmi les problèmes que l'on peut rencontrer, tout ce qui concerne la recevabilité des affaires en vertu du principe de complémentarité, article 17 à 19. L'étendue des enquêtes, l'audience de confirmation, la participation des victimes aux différents stades de la procédure, la nécessité de pourvoir à des procédures de réparation, tout ceci fait partie du procès pénal international. Je rajoute le régime de récusation des juges, article 41.2, règle 34.1, combiné au régime d'affectation plus régi des juges aux différentes sections. Tout ça fait que le procès pénal international devient une entreprise complexe, titanesque et difficile. En effet, de telles longueurs de procédures ne sont pas inconnues, même dans les systèmes juridiques nationaux, ça on le sait. Mais nous sommes en matière internationale. Il est exigé une diligence et une célérité dans les affaires. On voit très bien que l'objectif de la diligence et de la célérité n'est pas facile à atteindre dans le procès pénal international. Malgré les moyens qui sont affectés à une telle entreprise judiciaire internationale, la réalité procédurale montre qu'il n'est pas toujours facile de juger l'accusé sans retard excessif, comme le prescrit l'article 67 alinéa 1C. Il n'est pas toujours facile, parfois, dans la réalité judiciaire, de respecter, de trouver l'équilibre nécessaire entre tous les droits garantis à l'accusé, toutes les protections nécessaires pour les témoins et les victimes, conformément au droit international des droits de l'homme. Il y a donc pour l'accusé, mais probablement également pour les victimes, une longue période d'incertitude sur l'issue du procès. Et il ne faut pas oublier entre-temps les effets négatifs qui réjaillissent, le sentiment d'abandon, etc. Ce qui nous amène à discuter des droits des parties au procès pénal international, dans le chapitre 3. D'abord, regardons dans la première section le statut complexe des droits de la défense. Les droits de la défense, je l'ai dit, répété, sont garantis par les textes internationaux en matière de droits, notamment par le pacte international relatif aux droits civils et politiques à l'article 14, je n'y reviens plus. Juste pour dire que la première difficulté que soulèvent les droits de la défense est sans nul doute leur définition. C'est un peu vague. On parle de conseil de la défense, peut assister toute personne habilitée à bénéficier de l'aide judiciaire, etc., etc. Mais il n'y a pas une définition stricte. Il faut au moins tenter de cerner la notion. Je l'ai indiqué dans le cours sur l'organisation de la justice pénale internationale. L'exigence fondamentale, prescrite par le pacte aux articles 14 et 15, qui s'inspire de l'article 10 de la Déclaration universelle, pose la question des conditions essentielles d'un procès équitable, sans lequel la justice ne serait plus qu'une entreprise de vengeance des vainqueurs.
tant décrié à Nuremberg et à Tokyo. Dans un état de droit, il faut que le procès soit équitable. Comment alors garantir cette équité avec une telle complexité? Comment garantir cette équité lorsque l'article 55 du statut de Rome, qui prévoit les larges garanties, dit lui-même qu'une personne n'est pas tenue de témoigner contre elle-même, ni de s'avouer coupable. Une personne ne peut être soumise à aucune forme de coercition, de contrainte, de menace, etc. Que la personne a le droit de garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de la culpabilité des non-sens. La personne doit être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée. Bref, tous ces droits qui sont garantis à l'accusé. On peut rajouter ce qui est prévu à l'article 67 du statut de la CPI. L'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il doit communiquer librement et confidentiellement avec ses avocats. Et le comble, l'alinéa 2, le cœur du système, l'alinéa 2 de l'article 67 nous amène au constat de cette triste vérité, puisque cet alinéa dit clairement: l'accusé doit être jugé sans retard excessif. Mais alors quel est le critère de l'excessif? Comment peut-on objectiver que ce retard est excessif tant est que les critères n'ont pas été définis par le statut? Donc on voit très bien que l'exercice des droits de la défense devant la CPI est une entreprise complexe et difficile. Et il appartient à la Cour de faire tout ce qui est nécessaire pour faire respecter les droits de la défense. Il y a des règles pour être un conseil de la défense. Il faut avoir une expérience, une compétence reconnue en droit international et en droit pénal. La règle 22, telle que définie par le Code de conseil. Il faut avoir l'expérience nécessaire, acquise de moins d'une dizaine d'années, la norme 67, etc., etc. Ces questions, j'en ai évoqué déjà la substance lorsque je parlais de l'Organisation de la justice pénale internationale. Il y a une association internationale des avocats de la défense qui a créé un barreau pénal international. Tout ça, c'est une organisation, je dirais même en guillemets privée, puisque toutes ces questions sont réglées de façon un peu pragmatique et en fonction des contraintes. Ensuite, nous verrons que, au plan international, la place des victimes, qui a été consacrée par la déclaration de 1985, rejaillit au cœur de la procédure pénale internationale. C'est vrai qu'on dit qu'il y a une intervention conditionnelle de la victime dans la procédure pénale internationale. Parce qu'il faut d'abord être reconnu comme victime, comme je l'avais déjà indiqué, en fonction des critères établis par le statut. N'est pas victime qui veut. Il faut en faire la démonstration d'un intérêt personnel suffisant et bien préciser que l'on peut opportunément intervenir à ce stade de la procédure. Donc tous ces éléments sont importants pour participer à la procédure selon ce qui est prévu à l'article 68 du statut de la Cour. L'intérêt personnel doit être suffisant, doit être prouvé. Mais, qu'à cela ne tienne, on peut comprendre que le statut des victimes, certes, est une innovation dans la procédure pénale internationale, il reste quand même quelques zones d'ombre pour faire que les victimes deviennent des parties entières à la procédure. Car c'est pour elles, d'ailleurs, que l'on veut rendre justice. Il y a donc nécessité, probablement, dans l'avenir, d'amender les dispositions relatives aux victimes pour faire de telle sorte que leur participation
soit effective et efficace dans le cadre de... Parce que les questions qui sont posées, montrer son intérêt personnel suffisant, enfin, c'est ambigu, l'intérêt personnel suffisant. Intervenir, l'opportunité d'intervenir à ce stade de la procédure, oui, tout ça c'est un peu compliqué. Le statut même de la victime n'est consacré qu'après que les juges aient reconnu à la victime le statut. Donc, on peut prétendre être victime, mais ne pas l'être. Et on l'a vu dans certaines affaires où certaines victimes se sont senties écartées, marginalisées, exclues, alors qu'elles croyaient pouvoir participer à la procédure. Donc, la question des victimes, de mon point de vue, mérite d'être approfondie. Il y a un séminaire sur la question des droits et la protection des victimes. Je ne vais donc pas tenir des propos surabondants, puisque ces questions seront examinées dans le cadre de ce séminaire. Il en est de même de la question de l'indemnisation de la victime devant les juridictions pénales internationales. Cette question sera également étudiée dans ce séminaire sur le droit de protection de la victime. Ce qui revient simplement à dire ici qu'en application de la disposition 1 de la règle 87 du RPP de la CPI, les mesures de réparation doivent être accordées à titre individuel. C'est le cas lorsqu'on est en présence des victimes sur lesquelles les crimes d'ordre sexuel ont été commis. Ces derniers ont besoin, des besoins spécifiques. Donc, je renvoie d'ailleurs à la décision que la Chambre d'appel a rendue dans l'affaire Thomas Louba, qui pose les grands principes du droit de la réparation dans la procédure pénale internationale. Donc, nous sommes passés du droit de l'exécution dans la procédure pénale internationale au droit de la réparation dans la procédure pénale internationale, qui était un droit, là aussi, complexe, en voie de structuration, malgré les quelques failles que je vous ai indiquées ici et là. Donc, au vu de tout cela, je dirais que la procédure pénale internationale est exceptionnelle et complexe. Je l'ai dit déjà en introduction. Mais la gravité des crimes en cause, la nécessité de faire triompher la paix par la justice, est une exigence qui mérite que la communauté internationale appuie fermement le travail de la Cour pénale internationale. La justice est l'objectif. Faire triompher la paix serait la finalité. Donc, la paix par la justice. Voilà le cheminement de la procédure pénale. En conclusion, il est clair que nous avons là un sujet passionnant, mais un sujet difficile et complexe. Il faille donc avoir la maîtrise non seulement des éléments matériels de cette procédure, notamment les éléments de crime, comme je l'ai indiqué, les modes de saisine, mais également le déroulement de la procédure pénale internationale, depuis l'examen préliminaire, en passant par les enquêtes, la confirmation des charges devant la chambre préliminaire, puis le renvoi du dossier devant la chambre de première instance, et en fonction des décisions qui sont rendues devant les chambres d'appel, et la décision étant définitive, et on peut tenter de la réviser si c'est possible, s'il y a des éléments nouveaux qui auraient pu conduire à une autre décision. Même si cela n'est plus possible, on passe au droit de l'exécution de la peine. L'exécution de la peine, le droit de l'exécution comprend l'exécution de la peine, mais aussi l'exécution des amendes éventuelles. Et ceci nous conduit d'ailleurs vers la fin à une réflexion globale sur les droits des parties, les droits de la défense, les droits des victimes dans la procédure pénale internationale. En définitive, l'avenir nous dira ce qu'il adviendra des préoccupations juridiques controversées que je vous présente ici. Nous espérons que vous approfondirez toutes ces questions, certes difficiles, par vos lectures respectives, et nous terminerons donc cet enseignement avec le séminaire sur la jurisprudence pénale internationale. Je vous remercie
de votre aimable attention.